Xi Jinping qui a entamé hier une visite d'État en France jusqu'à demain. Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Économiste et professeur au CNAM, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que le président Macron, qui va voir le président chinois, doit avoir, c'est pas facile, un langage de fermeté vis-à-vis du président chinois. On sait que la Chine est sensible au rapport de force. Elle est plus que sensible au rapport de force et les rapports de force ne sont pas favorables à la France actuellement. Il y a quand même quelques chiffres qu'il faut avoir à l'esprit pour justement apprécier ce rapport de force. D'abord, comme vous l'avez dit, David, dans votre introduction, la Chine, c'est la manufacture du monde. On n'a pas toujours le chiffre en tête. Il y a deux chiffres clés pour comprendre la situation internationale. En PIB nominal, la Chine, c'est 20% du PIB nominal de la planète. Les États-Unis étant entre 24 et 25, à eux deux, ils font un peu plus de 44 points de PIB au plan mondial, mais la France est tombée à 3. Donc la France, c'est 6 fois moins que la Chine en PIB nominal. Mais comme vous l'avez dit, la Chine, puissance manufacturière, c'est 31 points de la manufacture mondiale. C'est colossal, c'est insensé. C'est le double des États-Unis. C'est-à-dire que il faut bien avoir ça à l'esprit. Les États-Unis en PIB nominal sont un peu plus gros que la Chine, mais la Chine, sur la manufacture seule, c'est 2 fois les États-Unis. Et alors on disait tout à l'heure, c'est 6 fois la France en PIB nominal, mais c'est 10 fois la France en production industrielle. Donc, si c'est un géant, et il faut bien avoir ça à l'esprit, ça va évidemment irriter les consciences françaises, mais c'est l'éléphant qui rencontre le moustique Macron. Ouais. Après, sympa pour la comparaison, mais au moins on la comprend. C'est toujours l'usine du monde, alors que je me souviens quelques années, Pékin nous avait promis un rééquilibrage de sa croissance au profit de la consommation, avec moins d'exportation, avec justement une production manufacturière moins pédantesque. Il y a eu un gros virage de ce point de vue-là. Pourquoi est-ce que l'administration chinoise ne souhaite pas un meilleur équilibre avec une consommation qui pèse, comme dans les pays occidentaux, 2 tiers du PIB qui là-bas est à même pas 40%? Alors, effectivement, en 2014, le leadership chinois a souhaité opérer le renversement que vous évoquez, c'est-à-dire avoir une croissance chinoise centrée sur la consommation intérieure. Ça a été un échec. Ils n'ont pas réussi à opérer ce rééquilibrage. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, parce qu'ils ne s'en sont pas donné les moyens, hein, pour rééquilibrer le système interne de la Chine, que fallait-il faire? Excusez-moi. Il faut avoir à l'esprit que, paradoxalement, pour un pays communiste, la Chine n'a pas de protection sociale. La protection sociale santé-retraite en Chine, c'est 8 points de PIB, quand en France, c'est 24 points de PIB. Donc, n'ayant pas de protection sociale interne, les Chinois s'assurent eux-mêmes. Donc, ils ont investi massivement dans l'immobilier pour se faire un revenu à la retraite et ils s'auto-assurent sur le plan de la santé. Donc, il n'y a pas eu, pour faire ce rééquilibrage vers la consommation, il aurait fallu que les Chinois baissent leur taux d'épargne. Mais ils ne l'ont pas baissé pour continuer d'investir massivement dans l'immobilier pour préparer leur retraite et pour préparer l'éducation et payer l'éducation supérieure de leurs enfants. Donc le régime chinois ne s'est pas donné les moyens de ce rééquilibrage en reconstruisant un système de protection sociale qui aurait permis une baisse du taux d'épargne. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'à partir de 2008-2010, et surtout avec en 2018 l'arrivée de Xi Jinping, enfin, Xi Jinping est élu en 2012, mais en 2018, il obtient pratiquement le commandement à vie de la Chine. Et à ce moment-là, il relance l'effort militaire chinois à un point considérable, ce qui accentue et accélère la puissance industrielle de la Chine, bien sûr, puisqu'on fait des commandes massives de matériel militaire
avec les conséquences que vous connaissez, David, Ouais. qui sont qu'aujourd'hui, la Chine sort chaque trimestre 2 fois plus de bateaux de guerre que les États-Unis n'arrivent à en produire, ce qui inquiète beaucoup l'amirauté américaine. Ouais. Donc aujourd'hui, la priorité stratégique de Pékin, c'est de renforcer son industrie, Christian, et de monter en gamme et d'aller vers, encore une fois, les voitures électriques, les batteries électriques, le solaire, l'éolien. La transition écologique aujourd'hui se fait avec des produits chinois. Alors, il y a une perversion dans la transition climatique chinoise. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont autorisé dans les 4 dernières années 150 centrales au charbon. Ils en ont ouvert 50 dans les 2 dernières années. Mais dans le même temps, ils poussent massivement la production de panneaux photovoltaïques, de euh, systèmes qui permettent de transformer la production électrique. Notamment, ils investissent également dans les éoliennes. Ils ont de facto déjà tué le petit rebond qu'on avait eu de production de panneaux photovoltaïques dans toute l'Europe. Même les entreprises allemandes et chinoises qui restaient ont dû fermer dans les dernières semaines. Donc, ils investissent massivement dans ce domaine. Ils investissent aussi beaucoup dans la production d'hydrogène vert, mais ils utilisent toutes ces productions pour inonder le monde. Donc, bien sûr, ils mettent aussi beaucoup de panneaux photovoltaïques et montent des éoliennes chez eux, mais pour eux, c'est un instrument de Mm. pénétration de la transition écologique au niveau mondial. Face à ça, vous avez 2 réponses. La réponse américaine de Biden, qui consiste à dire non, on va pas accepter les importations massives des produits de la transition, que ce soit les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et autres venant de Chine. Et les 2 lois qu'a fait passer Biden, mais notamment l'IRA en 2022, visent à ce que la production des éléments de la transition écologique se fasse sur le sol des États-Unis. Et l'autre réponse, c'est la réponse européenne, où on absorbe toutes les exportations chinoises au point, comme je l'évoquais, de détruire la production de panneaux photovoltaïques en Europe et bientôt demain, parce qu'elle est en train de s'effondrer, la production d'éoliennes en Europe. Tout ça au nom de l'objectif de réduire massivement la pollution, alors même qu'en 2030, l'Europe produira 6% des émissions mondiales de CO2, alors que la Chine, c'est 30%. Donc vous avez une Chine qui produit du CO2 mondial, mais qui nous équipe pour qu'on aille vers le zéro Mm. émission mondiale. Et qui nous équipe Et à à moindre ce coût. moment-là, on sera très affaibli sur le plan économique Ouais. et technologique, Mais qui nous équipe à moindre coût. qui nous équipe à moindre coût, mais en détruisant notre système d'offres. Exactement. En même temps, juste l'Europe qui reste pas totalement inerte non plus. Il y a beaucoup d'enquêtes face à cette concurrence déloyale chinoise, parce qu'il y a l'investissement dont vous parlez, mais il y a beaucoup de subventions et d'aides publiques chinoises. Exactement. Il y a des enquêtes, plusieurs enquêtes qui ont été lancées par Bruxelles contre ces subventions à la fois aux véhicules électriques chinois. C'était en septembre, contre le fait dans le ferroviaire, les panneaux solaires, les dispositifs médicaux. L'Europe ne fait pas du tout le job. Il y a comme des enquêtes qui sont ouvertes. Après, c'est la vitesse à la vitesse européenne. Voilà, Exactement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand ils ouvrent une enquête, ils peuvent mettre moins d'1 semaine pour rassembler les données. Ce qu'on peut faire évidemment aujourd'hui en cliquant sur l'intelligence artificielle, on a toutes les données en moins d'1 heure. Et puis, ils peuvent mettre moins de 3 semaines pour mettre en place des droits compensatoires si les données induisent que sous l'effet des subventions et des autres aides chinoises, parce qu'il y a aussi des prêts concessionnels des banques chinoises à des taux quasi nuls aux entreprises chinoises, quand on prend tous ces éléments en compte, si l'écart est de 40%, les Américains, au bout de 3 semaines, ils ont mis un droit compensatoire de 40%. En Europe, on va mettre 6 mois à 2 ans pour faire l'enquête. Et si on arrive à la même conclusion que les droits compensatoires qu'il faudrait mettre en place seraient de 40%, on va mettre 20 à 25%. Donc ça n'aura pas d'effet réel. Donald Trump menace d'imposer 60% de droits de douane sur les importations chinoises s'il est élu. Il le fera, selon vous, s'il est élu?
C'est probable et la seule façon pour l'Europe de survivre, c'est de créer un marché de l'Atlantique avec les États-Unis. Il faut à ce moment-là que l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suisse et l'ALENA, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et le Mexique, s'unissent dans un grand marché mondial et que cet ensemble mette la même politique aux frontières que celle des États-Unis. On pourra à ce moment-là négocier avec les Américains. 60%, ça n'a pas de sens. Mais les Américains ont actuellement des droits de douane de l'ordre de 19 à 20% sur l'ensemble des produits venant de Chine, parce qu'il y en a qui sont imposés à plus de 40% et d'autres qui sont encore à 0%. Mais en moyenne, ça fait 19 à 20%. Ça ne serait pas délirant de mettre la barrière à 40%, mais pour que l'Europe en bénéficie également et que néanmoins on ait un grand marché mondial. À ce moment-là, si on fait ce que je viens de dire, on aurait constitué un marché mondial qui représenterait plus de la moitié du PIB mondial. Et à ce moment-là, ça transforme non seulement le commerce extérieur chinois, mais ça transforme la géostratégie mondiale, c'est-à-dire qu'on créerait un grand Nord face au grand Sud. Et il est vraisemblable d'ailleurs que si on avait le courage, l'intelligence stratégique de faire ça, le grand Sud exploserait et le grand Nord retrouverait des capacités pour renforcer l'ordre économique mondial. Ouais. Si ce Un ordre grand, économique si, qui serait plus équilibré que ce que la Chine essaye de mettre en place. si ce grand marché mondial ne voyait pas le jour à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? On surtaxe, oui ou non, et de combien les produits chinois? Bah, il faudrait au moins mettre 30 ou 40%, parce que c'est l'écart de compétitivité actuel lié à cette double politique que nous évoquions à l'instant, c'est-à-dire à la fois les subventions et les prêts concessionnels. Mais je ne vois pas l'Europe le faire tant que l'Allemagne ne décide pas de changer de politique. C'est l'Allemagne qui bloque depuis 15 ans toute tentative européenne de mettre en place des droits Pourquoi ils font ça? compensatoires. Ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ont peur pour leurs voitures allemandes qui sont vendues en Chine, qui est leur premier marché. C'est ça, Exactement. hein. Alors, ceci étant, depuis 2 ans, il y a un basculement qui s'accélère. Je regardais les chiffres juste avant cette émission. Pour 2023, l'Allemagne a exporté 95 milliards de production vers la Chine et a importé 155 milliards, donc un déficit de 60 milliards, alors que les Allemands étaient à l'équilibre avec la Chine il y a quelques années. Donc, il est vraisemblable que les Allemands, si on allait vers la direction de ce que j'évoquais, c'est-à-dire un grand marché transatlantique, les Allemands sauteraient sur cette occasion et ça serait une possibilité d'évolution de la politique stratégique de l'Europe. Le problème, c'est que je ne vois pas la France actuellement avoir la vision stratégique pour accentuer et proposer ce que je viens de dire. Et donc voilà, et dans cette configuration-là, que se passe-t-il, Christian? Est-ce qu'il faut voilà, se résoudre à avoir peur de voir déferler des produits chinois qui seraient vendus à perte chez nous, à la fois en France et en Europe, qui décimeraient notre industrie, qui décimeraient nos emplois? Je pense que si il n'y a pas de réaction européenne significative dans les semaines qui viennent, le scénario que vous dessinez va se mettre en place pour 18 mois à 2 ans, mais que si cette évolution, qui était déjà extrêmement rapide, puisque le déficit de l'Europe vis-à-vis de la Chine est déjà à 300 milliards, alors qu'il y a quelques années, le déficit de l'ensemble de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine était au tiers de cette somme. Si on passe de 300 à 500 en 2 ans, ce qui est parfaitement possible, il y a un moment où même l'industrie allemande criera pitié. Et à ce moment-là, en fonction aussi des résultats des européennes du mois de juin, qui sont probablement les élections européennes les plus importantes depuis 50 ans, on pourrait avoir d'ici 18 mois à 2 ans un renversement de la politique européenne se rapprochant des États-Unis, en fonction aussi de qui est élu à la tête des États-Unis. Mais sur la politique chinoise des États-Unis, il n'y a pas de différence entre Biden et Trump, hein. Donc, le plus important, c'est d'abord le résultat des élections européennes du 9 juin et ensuite, quelle sera l'intensité du mal ressenti par l'industrie allemande d'ici 18 mois s'il n'y a pas de changement de la politique stratégique en Europe.
Vous êtes inquiet pour, et on finit là-dessus, Christian, sur les voitures électriques chinoises qui commencent à débarquer, qui menacent de plus en plus de débarquer en Europe et de mettre en sérieuse difficulté, en grave difficulté, nos constructeurs. Je vous pose la question parce qu'en même temps, je note qu'en France, il y a deux questions en une, pardon, hein, mais en France, on a mis un ciblage, enfin le gouvernement a mis un ciblage sur les aides écologiques, les bonus écologiques qui ont été réduits pour les voitures qui produisent trop de CO2 ou émises parce que produites à l'autre bout du monde. Et on a vu, depuis ce durcissement en début janvier du bonus écologique, une chute des parts de marché des ventes de voitures électriques chinoises. Est-ce qu'on se dit que ce ciblage environnemental, il marche, il est efficace? Alors, il est partiellement efficace, mais l'écart de prix est tel. Aujourd'hui, on considère que dans la production de voitures électriques de moyenne gamme, l'écart de coût entre l'Europe et la Chine est de 10 000 € par voiture. Donc c'est insurmontable. S'il n'y a pas d'aide au sens où on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire des droits compensatoires qui permettent d'effacer les écarts liés aux subventions et aux prêts concessionnels. Donc, il est vraisemblable qu'après le petite baisse, qui est liée aussi à une baisse de l'ensemble de la pénétration des voitures électriques sur le marché européen. Ouais. Il est vraisemblable que selon les résultats de l'élection de juin, il y aura une remise en cause aussi de l'objectif 2035. Parce que ce qui est quand même stupéfiant, c'est qu'alors que l'Europe n'a jamais pu mettre en œuvre un Buy European Act depuis 50 ans, elle est en train de mettre un Buy China Act actuellement avec le Green Deal, puisqu'on veut passer à zéro émission de toute force, y compris en tuant l'industrie européenne, ce qui n'a pas de sens, puisque la pollution va se faire en Asie. Les émissions de CO2 en Inde augmentent de 10% par an. Donc, et on ne peut pas leur dire d'arrêter de vouloir s'industrialiser. Ils ont envie de s'arracher à la misère. Donc, il faut effectivement que la transition écologique ait lieu au plan mondial, mais tout se joue aujourd'hui en Asie. L'Asie, c'est aujourd'hui 60% des émissions mondiales de CO2. L'Europe, c'est 6-7%. L'Europe ne compte pas au point de vue des émissions de CO2. Donc, il faut que l'Europe retrouve l'envie d'exister et d'avoir une politique stratégique qui assure sa volonté d'existence sur les 30-40 prochaines années. C'est pour ça que ce qui va se passer en juin, et puis aussi ce qu'on murmure, c'est-à-dire le changement de leadership au niveau de la Commission européenne et l'arrivée éventuelle de Draghi à la tête de la Commission, tout ça pourrait constituer un choc stratégique politique au niveau européen qui pourrait totalement changer la donne par rapport à la perspective, si on ne fait rien, qu'on évoquait il y a quelques instants, que le déficit de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine passe de 300 milliards à 500 ou 600 milliards en 2 ans ou 3 ans. Allez, merci pour cet entretien. Christian Saint-Etienne, l'économiste, professeur au CNAM, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Christian, à bientôt. David.